Législation sociale. Les notions de base. Définition du droit. Il n'existe aucune définition qui mette d'accord tous les juristes. Il existe donc une multitude de définitions. Cette dernière est différente en fonction des pays et des cultures. Par exemple, le common law, où on se base sur la jurisprudence, à l'inverse de l'Europe occidentale. Il y a une nette différence entre le droit objectif et les droits subjectifs. Le droit objectif. Je cite, « un ensemble de règles de conduite qui gouvernent les hommes et dont le respect est assuré par l'autorité publique. » Et dont le respect est assuré par l'autorité publique. Fin de citation. C'était une citation de Boris Stark, S-T-A-R-K. Les spécificités d'une règle de droit sont donc le fait que son caractère est obligatoire, il y a des sanctions si les règles de droit ne sont pas respectées, cette sanction en question est étatique, elle est donc liée à l'état de droit, et enfin, il faut bien faire la distinction entre les règles morales et religieuses, et les droits subjectifs. Organisation du système selon les branches du droit. L'objectif du classement est la mise en ordre et la facilitation de l'apprentissage de la règle de droit. Le système est calqué sur le système d'Euclide, E-U-C-L-I-D-E. Il répond donc aux principes suivants: univocité, cohérence et complétude. L'idéal théorique n'est cependant jamais atteint. Il y a en effet des régimes d'exception. Il y a des résolutions de contradictions, par exemple le principe de hiérarchie des normes, et il y a un comblement des lacunes, rôle de l'interprétation, de la jurisprudence et de la doctrine. Les branches du droit social, les aspects relevant du droit public et du droit privé. Plusieurs droits sont concernés. Le droit collectif du travail, le droit individuel du travail, le droit pénal social, le droit de la sécurité sociale et le droit social dans le secteur public. Les principes fondateurs du droit du travail. Le principe historique vise aujourd'hui à protéger la partie la plus faible de la relation de travail, à savoir le travailleur. Ce n'était pas le cas à l'origine. Il présente des aspects de droit individuel ainsi que des droits collectifs. Le droit du travail est conçu autour d'un modèle fédéral complété marginalement par des dispositions communautaires et régionales et surtout sectorielles. Le droit du travail privilégie la concertation sociale. Il classe les travailleurs en raison du caractère manuel ou intellectuel des prestations, les ouvriers, les employés, les représentants de commerce, etc. Le droit du travail tend à lutter contre les discriminations, en recherchant à gommer les disparités de statut historiques entre les ouvriers et les employés depuis l'arrêt du 7 juillet 2011 de la Cour constitutionnelle. Ceci a créé un statut unique. Le droit du travail impose un emploi des langues liées à la région et non à la langue de la personne, à savoir en dehors de la région de Bruxelles-Capitale. La violation de nombreuses obligations de l'employeur est pénalement sanctionnée par le Code pénal social. Certaines dispositions relèvent alors de l'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent y déroger. Le respect de la législation sociale est surveillé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale via l'inspection sociale et le contrôle du bien-être au travail et en dernier ressort par les juridictions du travail. Lors de l'analyse d'une question juridique en droit social, il faut garder ces principes fondateurs en tête. Les grands acteurs du droit social. Les autorités publiques. Les compétences sont essentiellement fédérales. Certaines compétences résiduaires concernent les communautés et les régions, à savoir le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement wallon, le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la région flamande et les régions, qui concernent le chômage. Les organes de concertation sociale. Le Conseil national du travail. Sa composition est un organe paritaire, comme tous les organes de concertation sociale. Il compte 26 membres effectifs et 26 membres suppléants. Les mandats sont de 4 ans, sur base du résultat des élections sociales
pour les syndicats. Les sièges sont répartis également entre les organisations de travailleurs et d'employeurs. Il y a 13 mandats d'organisation syndicale, 6 FGTB, 6 CSC, 1 CGSLB, et seuls les membres actifs ont une voix délibérative. Quelles sont les compétences? Il y en a plusieurs. Ils donnent des avis ou propositions concernant les matières d'ordre social à l'intention du gouvernement et ou du Parlement. Ils donnent également des avis sur les conflits d'attribution pouvant surgir entre les commissions paritaires et fournit des conclusions de conventions collectives de travail. Exemple de CCT conclu par le CNT. CCT 5, statut des délégations syndicales individuelles. CCT 6, facilité à contenir aux membres représentatifs des travailleurs au CPPT. CCT 9, compétences du conseil d'entreprise. CCT 81, contrôle des données de communication électronique en réseau. CCT 85, télétravail. CCT 104, travailleurs âgés à partir de 45 ans. CCT 109, motivation du licenciement. Les commissions paritaires. Les commissions paritaires sont constituées sur le terrain afin de définir les conditions de travail par secteur. Elles sont instituées sur la base de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Elles sont constituées en nombre égal de représentants d'organisations patronales et de représentants d'organisations syndicales. Elles sont instituées pour toutes les branches d'activité et elles ont pour objectif de regrouper les entreprises exerçant des activités similaires afin de les soumettre à des règlements adaptés aux conditions de travail. C'est l'activité de l'entreprise, finalement, qui détermine quelle est la commission paritaire compétente. Les risques sont très importants en cas d'erreur. En cas de litige, c'est le tribunal du travail qui a le dernier mot, même si l'inspection sociale a rendu un avis suite à une demande de l'employeur. Les missions. Plusieurs missions. Conclure des conventions collectives de travail, prévenir ou régler des conflits sociaux, conseiller le gouvernement, le Conseil national du travail ou encore le Conseil central de l'économie, et enfin, accomplir chaque mission qui leur est confiée par une loi. Exemple de commission paritaire, 200 CPNAE, CP, général pour les employés, 302 commissions paritaires de l'industrie hôtelière, 303 commissions paritaires de l'industrie cinématographique, 303.1 sous-commission paritaire pour la production de films, 303.2 sous-commission paritaire pour la distribution de films, 303.3 sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma, 303.4 sous-commission paritaire pour les industries de technique du film, 304 commission paritaire du spectacle, 329 socioculturelle. Les matières pouvant être régies par les commissions paritaires sont les suivantes. La prime de fin d'année, la pension sectorielle, qui est un deuxième pilier de la pension, les congés d'ancienneté, le créditant, à savoir les dispositions complémentaires et l'augmentation limitée à 5%, le mode d'instauration et jours de formation pour les délégués syndicaux, les frais de transport, le chômage avec complément d'entreprise, les classifications de fonctions, la durée de travail, les barèmes, etc. Les sous-commissions paritaires sont des subdivisions des commissions paritaires instituées pour un territoire ou un secteur d'activité spécifique. Les organisations représentatives des travailleurs, les syndicats. Ils ont deux rôles essentiels: la défense des intérêts des travailleurs et le paiement des allocations de chômage. Il existe 3 grandes organisations interprofessionnelles de travailleurs, à savoir la Confédération des syndicats chrétiens, CSC Les Verts, la Fédération générale du travail de Belgique, FGTB Les Rouges, et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique, CGSLB Les Bleus. Les organisations représentatives des travailleurs sont des organisations professionnelles ou sectorielles
communément appelées centrales professionnelles. Elles sont affiliées à la FGTB ou à la CSC, par exemple dans les domaines du transport, du métal, de l'alimentation, de la CNE, etc. Les centrales professionnelles sont séparées entre ouvriers et employés. Tout comme les commissions paritaires, les syndicats sont parfois ouvriers, employés ou mixtes. Ils ne disposent cependant pas de la personnalité juridique. En ce qui concerne les organisations patronales, les employeurs belges se sont regroupés au sein de fédérations patronales par secteur d'activité, tant au niveau national qu'au niveau régional. La Fédération des entreprises de Belgique, FEB, est l'organisation patronale interprofessionnelle qui représente tant les petites et les moyennes entreprises que les grandes entreprises. Exemple des organisations organisées suivant le statut de leurs membres ou par la région dont ils sont issus. UNISO, les indépendants flamands, Union des classes moyennes, UCM, qui sont les indépendants francophones, Union wallonne des entreprises, Vlaams Economisch Verbond, VOKA. Les regroupements par corporation. On en compte deux, la Boerenbond, qui est un syndicat paysan flamand, et l'ABSIM, ABSIM, qui est un syndicat de médecins. Par secteur d'activité, on peut classifier Agoria dans le secteur technologique, l'Association belge des banques, Assuralia pour les entreprises d'assurance, la Confédération Construction, Federgon pour les partenaires de l'emploi, Comeos en ce qui concerne les entreprises de distribution et enfin Fedichem chimique. Les secrétariats sociaux. 90% des entreprises font appel à un secrétariat social. Il s'agit d'une complexité législative sociale. Plusieurs services. Le calcul des salaires, ONSS, précompte professionnel, pécule de vacances, prime de fin d'année, indemnité de préavis, etc. Les documents sociaux, tels que les fiches de salaire, fiche 281.10, et l'émission des documents et des déclarations électroniques requises par les autorités. Comme les calculs ONSS, la déclaration de précompte professionnel, la déclaration immédiate à l'emploi électronique, à savoir DIMONA, la déclaration multifonctionnelle des données salariales et relatives au temps de travail, DMFA. Le cas échéant, il y a une perception et un versement des cotisations destinées à l'ONSS. De même qu'il y a une perception et un versement du précompte professionnel et des conseils juridiques à l'employeur dans le cadre de l'occupation du personnel. Les juridictions du travail. Nous avons le tribunal du travail en première instance et la cour du travail en degré d'appel. Les tribunaux et les cours du travail sont composés de façon paritaire. Un juge professionnel, juge social employeur issu du monde patronal et un juge social travailleur issu du monde syndical. La Cour de cassation statue évidemment sur des pourvois en cas de violation de la loi. L'auditorat du travail, qu'on nomme le parquet, défend les intérêts de l'État et intervient dans les matières d'ordre public. Les avocats sont les conseils des employeurs et travailleurs. Les délégués syndicaux, eux, sont les représentants des travailleurs. Le contrôle du travail. Pour chaque pan du droit social, un certain organisme est compétent. Si des ouvriers bossent sur un toit et qu'il y a un contrôle, c'est un contrôle de la sécurité du travail qui s'en occupe. L'inspection du travail est l'ensemble des services de l'administration fédérale qui peut intervenir dans le contrôle du travail. Plusieurs divisions. Le contrôle des lois sociales, droit réglementaire du travail, règlement de travail, etc. Travail de nuit, travail à temps partiel et du droit conventionnel du travail. Contrôle du bien-être au travail, politique en matière de bien-être au travail. L'inspection sociale du service public fédéral de la sécurité sociale et de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale, ONSS. Enfin, l'inspection de l'Office national de l'emploi, ONEM. Le mode de saisie. Il y a plusieurs modes
d'intervention de ces services d'inspection sociale du côté des employeurs. Le danger peut venir de partout. Un travailleur peut porter plainte ou un contrôle programmé si par exemple c'est un secteur qui fait mal de noir, par exemple les traiteurs. Ça peut aussi être le cas d'une inspection judiciaire. Les organisations syndicales peuvent aussi saisir les services d'inspection du travail. Plusieurs motifs: les plaintes du travailleur d'une organisation syndicale, d'une organisation professionnelle ou d'une dénonciation d'un tiers, la demande de l'auditeur du travail, du parquet ou du juge d'instruction, la demande de leur administration centrale ou de la cellule stratégique du ministre, la demande d'une autre administration sur la base d'une décision de la cellule d'arrondissement, par exemple en cas de travail illégal ou de fraude sociale, ou sur demande du SIRS, du service d'information et de recherche sociale, dans le cadre de la cellule d'arrondissement. Il y a 3 lieux de contrôle: le siège de l'entreprise, tout lieu de travail ou assimilé, et auprès du tiers, à savoir les secrétariats sociaux. Quels sont leurs pouvoirs? Ils peuvent se rendre librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à son contrôle, ou bien dans lesquels il peut avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont il exerce la surveillance. Dans les locaux habités, il ne peut entrer qu'avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. Il peut aussi contrôler l'identité des personnes et procéder à leur audition, ainsi que rechercher des informations, examiner et saisir des supports d'information. De même, il peut réaliser des photos et des films, communiquer des renseignements et les mettre sous scellé. Les inspecteurs sociaux ont des pouvoirs assez importants, mais attention, il n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire pour autant. C'est-à-dire qu'ils peuvent débarquer sur un lieu de travail, parfois ils s'annoncent, parfois pas, et ont la possibilité de prendre les identités des travailleurs, des déclarations, des ordinateurs, etc. Ils ne peuvent juste pas aller jusqu'à des actes attentatoires à la vie privée. Pour aller jusque-là, il faut un juge d'instruction. Ils peuvent donner, comme sanction, un avertissement, la fixation d'un délai pour se mettre en règle ou un procès-verbal. Ils peuvent dénoncer toutes les infractions à l'auditorat du travail. Une fois que le contrôle de l'inspection a eu lieu, soit on est en ordre et tout est OK, soit on n'est pas en ordre et on a un délai pour gérer notre défense et se mettre en ordre, soit on a un avertissement pour nous dire qu'on aura un problème la prochaine fois, soit on est mis en priorité et dans ce cas, on a la notification d'un procès-verbal qui constate une infraction. Le pouvoir d'appréciation de l'inspection sociale ne peut être arbitraire. Respect des instructions internes, à savoir garantir l'uniformité, motivation des décisions, recours devant les juridictions du travail. Exemple d'intervention. Situation de paiement tardif du salaire ou d'absence de remboursement des frais de déplacement, intervention du contrôle des lois sociales. Pour non-paiement par l'employeur du pécule de vacances, intervention de l'inspection sociale. Pour non-paiement d'heures supplémentaires, paiement et récupération, intervention du contrôle des lois sociales. Pour dénonciation et ou plainte en matière de travail au noir, intervention d'un service fédéral d'inspection ou de la cellule d'arrondissement. Des travailleurs sont occupés sur un chantier à des travaux en hauteur, sans filet de sécurité et avec un échafaudage de fortune, intervention du contrôle du bien-être au travail. Si un travailleur est licencié et l'employeur refuse de lui fournir le C4, intervention de l'inspection de l'ONEM. Si une société tombe en faillite et le travailleur n'est pas déclaré au cours des 2 derniers mois de travail, intervention de l'inspection de l'ONSS. Après un procès verbal, on passe à un auditorat du travail. On y trouve les magistrats du siège qui jugent le dossier, les parties civiles qui défendent les victimes, le parquet qui représente la société qui est jugée. Le parquet prend le nom d'auditorat du travail. L'auditorat a plus ou moins les mêmes rôles que le parquet. Il peut décider d'un renvoi au tribunal correctionnel où on risque l'emprisonnement, voire une amende pénale, voire le tableau 28.
Le parquet a la possibilité, depuis quelques années, de faire des médiations et des transactions pénales. Il s'agit alors d'un accord entre le parquet et les prévenus. C'est plutôt dans l'esprit des pays common law pour éviter les procès. L'État belge y gagne, car au niveau de la justice en Belgique, on est en sous-effectif, et donc on a des problèmes au niveau du délai raisonnable pour le jugement, et les juges se retournent contre nous. Cela permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses directes, et le contrevenant y gagne, car il perd moins que s'il allait en procès. On peut aussi faire un classement sans suite, où on a de nouveau l'administration qui intervient et écrit en tant qu'employeur un procès-verbal en disant que tel ou tel inspecteur a notifié une infraction et que l'on pense infliger une sanction. Là, on a la possibilité d'avoir accès au dossier administratif et de préparer notre moyen de défense dans les 30 jours. On peut demander à être entendu avec son avocat ou par écrit, où l'on essaye de minimiser l'amende administrative. Voir la 3e colonne du tableau, slide 28. Nous sommes dans un état de droit. On a toujours la possibilité d'introduire un recours devant les juridictions du travail si on trouve que le procès-verbal a été mal notifié. La différence entre amende pénale et amende administrative est politique. L'amende administrative est beaucoup plus rapide. L'auditorat du travail effectue les missions du ministère public pour toutes les matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail. De manière générale, ils doivent intervenir lorsque les droits du citoyen en matière de sécurité sociale et d'aide sociale sont en jeu. L'auditorat du travail est dirigé par l'auditeur du travail qui est assisté par ses premiers substituts et ses substituts. Au total, la Belgique compte 9 auditorats du travail. En cas d'infraction aux lois pénales et sociales, l'auditorat du travail agit contre le contrevenant en qualité de ministère public et ce, devant le tribunal correctionnel. Pour les infractions de niveau 2, 3 ou 4, le ministère public peut soit intenter les poursuites pénales devant le tribunal correctionnel, soit proposer une transaction, soit procéder à une médiation pénale, soit rendre des avis devant le tribunal du travail, ou soit classer l'affaire sans suite. En cas de fraude sociale manifeste, le ministère public optera toujours pour les poursuites pénales. Ce sera également le cas s'il souhaite le prononcer d'une sanction particulière par le juge, à savoir une fermeture de l'entreprise ou une interdiction professionnelle ou d'exploitation. Si des infractions de niveau 2, 3 ou 4 sont constatées à l'égard desquelles l'auditorat décide de ne pas entamer de poursuite ou si des infractions de niveau 1 sont constatées, la direction des amendes administratives peut entamer une procédure. La direction des amendes administratives peut infliger une amende administrative, prononcer une simple déclaration de culpabilité, par exemple l'employeur a fait faillite entre-temps et ne peut plus payer l'amende. Elle peut également classer l'affaire sans suite, par exemple entre-temps l'employeur a régularisé la situation. La hiérarchie des normes en droit social. L'article 51 de la loi de 1968 sur les conventions collectives de travail a prévu cette pyramide applicable en droit social. Même au niveau 1, il y a aussi une hiérarchie des normes à respecter. Dans cette pyramide, il est important de retenir la convention individuelle écrite. Il s'agit du contrat de travail. On est dans un pays où l'on peut décider de ce que l'on note dans ce contrat tant que l'on respecte quelques règles, car on doit respecter toutes les dispositions qui sont au-dessus de ce dernier dans la pyramide. Le risque de ce modèle est que la multiplicité des sources accroît le risque qu'une même problématique reçoive des solutions différentes et contradictoires. Chaque norme de niveau inférieur doit être conforme aux normes du niveau supérieur, ce qui devrait permettre d'éviter les conflits. Le principe de hiérarchie des normes ne s'applique qu'en cas de contradiction entre les dispositions relevant d'un ordre différent. L'article 51 de cette loi de 1968 pose également le principe selon lequel, lorsque les diverses normes ayant le même objet sont inconciliables entre elles, il faut alors exécuter la norme supérieure. Les sources du droit social. Les sources formelles, niveau 1.
La loi, dans ses dispositions impératives, les normes internationales obligatoires en Belgique, traités et directives, les arrêtés royaux et ministériels, les décrets des conseils régionaux et communautaires et les arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux. Cette primauté du droit a été constatée par la Cour de cassation le 27 mai 1977. Mais cette Cour n'a pas un rôle de créateur de droit, en revanche, elle donne des directives. À partir du moment où entre États on s'est mis d'accord sur certaines choses, un État considéré comme sujet de droit international ne peut pas faire ce qu'il veut dans son État et prévoir des lois particulières qui pourraient être inverses à la loi internationale. Il y a donc une primauté du droit international sur le droit national. Les sources internationales. L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du travail et l'Union européenne par ses directives qui prévoient des dispositions en matière du droit du travail et des règlements. Les sources nationales. La source nationale suprême en Belgique est la Constitution et elle est garante des droits fondamentaux dans les articles 23, qui est consacré au droit du travail, au libre choix d'une activité professionnelle et à la sécurité sociale, l'article 10 et 11 consacré au principe d'égalité et de non-discrimination. La Cour constitutionnelle vérifie alors que les lois sont bien conformes. Les préavis, maintenant, sont les mêmes pour les ouvriers et les employés. L'article 22, relatif au droit de la vie privée, notamment dans le cadre d'une rupture d'un contrat. L'article 19, relatif à la liberté d'expression. L'article 22, relatif à la liberté d'association, et grâce à cela, les syndicats peuvent exister et les employés peuvent manifester. D'autres sources, telles que les lois, les décrets et les ordonnances, évidemment. Niveau 2, le droit social pur, CCT. La convention collective du travail est rendue obligatoire selon l'ordre suivant. Les conventions conclues au sein du CNT, les conventions conclues au sein d'une commission paritaire, les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire. Définition du CCT. Il s'agit d'un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou d'un ou plusieurs employeurs. Dans cet accord sont fixées les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou dans une branche d'activité et les devoirs des parties contractantes y sont réglés. Le CCT intersectoriel. Il s'agit d'une publication au Moniteur belge. 15 jours après la publication, la CCT lie tous les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire concernée et pour autant que ces employeurs ressortissent au champ d'application de la CCT. Une éventuelle dérogation de nature individuelle est possible par le biais d'un accord écrit entre l'employeur et le travailleur. La CNT et la sous-commission ou la commission paritaire ou bien l'organisation représentée peuvent demander que le roi rende la CCT obligatoire. Lorsque le ministre marque son accord sur cette requête, la convention est publiée intégralement au Moniteur belge, en annexe à l'arrêté royal. Plus aucune dérogation individuelle ni pour un employeur ni pour un travailleur, sauf si la CCT permet une dérogation. Le non-respect d'une telle CCT peut être sanctionné pénalement. Le contrôle du respect de ces conventions est exercé par la Direction générale du contrôle des lois sociales. Parfois, elles sont vraiment importantes, donc on veut demander qu'elles soient publiées par le roi et la rendent obligatoire ou en la publiant au Moniteur belge. De façon schématique, pour qu'un employeur soit lié à une CCT, soit il la conclut lui-même, soit il est affilié à une organisation qui conclut la CCT, soit il y adhère volontairement, soit il est ressorti au champ d'application d'une CCT rendue obligatoire. Niveau 3, les CCT non rendues obligatoires. Lorsque l'employeur est signataire ou est affilié à une organisation signataire de ces conventions, selon l'ordre suivant, les conventions conclues au sein du Conseil national du travail, les conventions conclues au sein d'une commission paritaire, les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire, enfin, les conventions conclues en dehors d'un organe paritaire, par exemple les CCT d'entreprise. Niveau 4.
La convention individuelle écrite, le contrat de travail. Tout ce qui est prévu au niveau individuel doit respecter les niveaux supérieurs. Niveau 5. La CCT conclue au sein d'un organe paritaire et non rendu obligatoire lorsque l'employeur, bien que non signataire de la convention ou non affilié à une organisation signataire, ressort à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue. Niveau 6. Le règlement de travail. Il s'agit d'un niveau important dans une entreprise. On a plusieurs niveaux de concertation. En effet, on a ce qui est prévu entre nous et l'entreprise par rapport à notre contrat et ce qui est prévu au sein même de l'entreprise pour tous les employeurs. Il s'agit de dispositifs anti-harcèlement, par exemple en cas de faute grave, une procédure à suivre s'il y a une maladie, prise de congé, etc. Niveau 7. La loi dans ses dispositions supplétives. Supplétive, c'est-à-dire qui supplée à la volonté des parties. Si un sujet n'a pas été traité par les lois impératives, le contrat de travail ou le règlement, une loi qui n'est pas impérative, va s'appliquer. Niveau 8. La convention individuelle verbale. Le contrat consensuel, il n'y a pas besoin d'un écrit. On aura après un problème de preuve. En revanche, on peut avoir après un problème de preuve. Niveau 9. L'usage. Il s'agit d'un droit acquis par la fixité, la généralité et la permanence. Par exemple, prime volontairement payée chaque année, hors secteur, contrat, règlement, mais payé tous les 2 ans. La fixité, généralité et permanence. Il s'agit d'un mode créateur du droit du travail. Si un usage se répète, il va alors créer une loi. Il suffit de 2 ou 3 ans pour cela. L'employé peut dire que l'employeur ne peut pas revenir là-dessus. À partir du moment où on est dans un usage général et permanent, il ne peut pas revenir dessus. Par exemple, la détermination d'un salaire ou la fixation de la durée hebdomadaire du temps du travail. On ne peut pas travailler plus de 11 heures par jour. Il s'agit d'une règle supérieure. L'employeur ne peut pas prévoir plus que ce que la loi autorise, même en cas exceptionnel.